from the dirty monopoly. Come to our side, you won't believe what you see. We got everything you need for your canoe station. Take it from me with no manipulation. Tighten up, no boy, download, enjoy. It's easy to say, we'll come on over and play. All you need is a will to break away from the back. You see the light, my friend, and I know you do that. Come on. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Saludos del buen veno. Tanto que lo vi chiesto, et après l'ego. Autrement dit, bonjour, merci d'être venu. Je vais écouter aujourd'hui, donc paniquez pas, ça sera en français, nous parlons zéro. Bon, voilà, c'est une présentation sur Linux, l'espéranto de l'informatique, et espéranto, le Linux des langues. Je vais parler des parallèles et des synergies entre le mouvement espérantophone et le mouvement logiciel libre. Et alors j'ai un plan. Voilà. Donc, d'abord, décrire un peu qu'est-ce que l'espéranto, de quoi je parle. Après, je vais parler un peu du développement de la langue. C'est une langue, bon, je vais arriver sur ça après, mais bon, c'est une langue qui a développé depuis un peu plus d'un siècle. Et en fait, le développement de la langue même suit pas mal le modèle Bazar, le modèle de développement d'un logiciel libre typique. Là, je vais baser mon discours sur le chef-d'œuvre de M. Eric Raymond, La cathédrale et le Bazar. Est-ce que je peux juste demander tout de suite si on connaît déjà le titre Ok, bon, je vais un peu expliquer là. Ok, c'est bon. C'est pas bien là. Donc après, en général, pourquoi les gens apprennent-ils l'espéranto? Qu'est-ce que c'est qui attire les gens, qui m'attirait moi? Après, donc, espéranto et le logiciel libre, il y a déjà nombreux projets et projets qui ont des produits déjà, des logiciels libres qui sont traduits, localisés en espéranto. Si localiser est vraiment le bon mot pour quelque chose, c'est pas un local, mais bon, voilà, internationaliser un peu, bon, des logiciels en espéranto, et donc, et moi plutôt, et vous, alors, qu'est-ce que j'ai moi, je m'appelle Tim Morley, je suis britannique d'origine, je fais cette présentation pas dans ma langue maternelle, donc soyez gentils avec moi si je gère en fait la traduction de OpenOffice en espéranto. Si vous allez sur openoffice.org, il y a une liste de langues, vous choisissez espéranto. Bon, le site c'est en espéranto évidemment, mais bon, il y a ma photo dessus. Et mon adresse mail si jamais vous avez des questions, si vous pensez à quelque chose après la présentation. Donc, on va commencer. Alors, qu'est-ce que l'espéranto d'abord? Je vais plutôt demander à vous. Qu'est-ce que vous savez déjà sur l'espéranto? Qui est quelque chose? Quelqu'un? Qu'est-ce que vous savez déjà? C'est quoi? Construit à partir de différentes langues? Oui, d'accord. Donc c'est une langue d'abord, c'est une langue parlée entre personnes. Construire à partir de différentes langues? Oui, plus ou moins de la même façon que le français ou l'anglais ou n'importe quelle autre langue. Oui, on trouve des racines grecques, des racines latines, des racines slaves, des racines scandinaves, des racines allemandes. Dans l'espéranto, justement, de la même façon, on trouve les mêmes racines en français, en espagnol, etc. Et oui, mais c'est vrai que si on parle déjà un peu de français ou un peu d'anglais, un peu d'allemand, ça aide énormément pour reconnaître des mots en espéranto. On reconnaît pas mal de choses sans apprendre chercher. Donc, merci, oui. Est-ce qu'il y a, par rapport à l'espéranto, comme aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent en raccourci, et ça vous prenez porte à beaucoup de gens qui ont un peu peur de faire des fautes d'orthographe. Est-ce qu'il y a une ouverture vers l'espéranto simplifié? L'espéranto simplifié. Alors, à mon expérience, non, pas beaucoup. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oui, non. Mais je dirais, on a beaucoup moins de peur de faire des fautes d'orthographe en espéranto qu'en français, par exemple, ou bien en anglais.
En espéranto, si on connaît un mot, on sait quasiment automatiquement l'écrire et le prononcer. Si on connaît le son, on connaît l'écriture automatiquement. Si on connaît l'orthographe, on sait le prononcer automatiquement. Il n'y a pas de question. Donc c'est pas comme le français où on est vers, etc. C'est pas comme l'anglais où franchement c'est l'horreur. L'orthographe et la prononciation anglaise, on va pas en parler, c'est horrible. Mais il y a beaucoup moins cette peur en espéranto. Donc, moi, j'en ai pas vu de raccourci. Peut-être quelques petits peut-être bonjour en espéranto, on dit saluton. Et j'ai vu des fois dans les chats, on dit sal, apostrophe. Bon, quelques petits trucs, mais pas des trucs tout raccourcis et en fait finalement assez difficiles à interpréter comment on va prendre le français. Bonne question, merci. Bon, une dernière et puis. Est-ce que c'est pas justement parce que c'est une langue jeune qui n'a pas encore de raccourci que la langue est gardée un socle très strict, très formel? Je pense. J'avais jamais pensé à ça, mais je pense pas. Parce que tout ça se développe très vite dans les textos, dans les mails, depuis quelques années seulement. Donc, que la langue soit toute neuve ou bien je pense pas que ça joue. C'est plutôt le fait que. En fait, c'est plutôt le fait que ça sert quasiment à rien en espéranto. C'est presque impossible à En fait, la langue elle-même est déjà très simple et les mots très courts. Pour parler de féminin, on utilise in, de lettres. On va y arriver. C'est pour ça que c'est difficile, vraiment difficile de faire plus court. Allez, on va revenir au plan. Alors, donc, déjà, c'est une langue parlée et écrite, langue internationale. Il n'y a pas un endroit où il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la même ville qui parlent espéranto. Il y en a 2 ou 3 par là, une dizaine par ici, une vingtaine par là. C'est très très dispersé dans le monde. Donc, si on veut tomber sur quelqu'un par hasard, et dit excusez-moi, est-ce que vous parlez espéranto, est-ce que vous parlez espéranto, quasiment à quasiment à 100%, la réponse c'est nous qui vous mais les gens qui apprennent, ils apprennent l'espéranto pour une raison, parce qu'ils veulent rencontrer des étrangers. Ils ont un intérêt dans le mot en général. Et donc ils se font connaître. Je vais reparler de ça plus tard. Mais bon, c'est une langue internationale. Est-ce qu'il y a une base de données des gens qui... De toutes les espérantophones du monde, non, c'est quasiment impossible on ne sait pas où ils sont. Il n'y a pas quelque chose de centralisé où tout le monde est enregistré et abonné. Non. Si quelqu'un veut poser la question combien il y en a d'espérantophones, la réponse honnête c'est personne ne sait. À peu près 1 million, 2 millions, quelque chose comme ça, mais c'est un peu vague. On ne sait pas. Si aujourd'hui vous partez et vous dites ah ouais, ce serait bien, il y en a pas. Est-ce qu'il y a des forums en espéranto? Sur internet, il y a des forums. Il y a plusieurs bases et plusieurs forums. Les babiléios, ce qu'on appelle les babiléos. Sur quel objet c'est le trou? Ah bah, espéranto déjà. Oui. Je parle un peu des sites plus tard. D'accord. Ok, donc la langue la plus facile à apprendre. Si vous avez fait 10 ans d'anglais à l'école et en fac, et après vous vous dites, je parle pas anglais moi. Je connais très bien l'expérience. J'ai 4 ans de russe, j'ai 2 ans d'allemand, j'ai 1 an de latin. Je ne parle aucun. Bon, je trouve que je parle français, c'est très bien, mais c'est très commun l'expérience de bosser à fond sur une langue et de faire quasiment pas de progrès du tout. Professionnellement, chez moi, j'habite en Angleterre et j'enseigne j'enseigne la langue anglaise à des étrangers, des étudiants étrangers. J'ai fait aussi des cours d'espéranto, j'ai mené des cours d'espéranto. Et maintenant, je trouve dans mes cours d'anglais, je me trouve des fois frustré, tellement c'est lent à apprendre par rapport à l'espéranto. Des fois, on passe 1h30, 2 heures en cours sur un truc dans l'anglais, cauchemar. Et à la fin, il y a les étudiants qui classent la tête. Bon, je passe ce titre aussi dit aujourd'hui. Et je me dis, ou bien je dis aux étudiants, en espéranto, voilà, 5 minutes, c'est fini, on fait quelque chose de plus intéressant. Et le progrès, c'est énormément plus rapide.
Est-ce que c'est quantifié ça? Vous dites quelque chose, mais est-ce qu'on peut le voir? Il y a des vidéos, il y a des gens qui peuvent témoigner. Alors il y a une expérience qui a été faite de nombreuses fois depuis les années 20. L'exemple le plus tôt que je connais, c'était dans les années 20, et ça se répète encore. On prend un groupe d'élèves, on enseigne à un groupe, on va dire l'allemand pendant 4 ans. À l'autre groupe, ils font 1 an et demi d'espéranto et 2 ans et demi d'allemand. Et à la fin, ils parlent non seulement très bien l'espéranto, ils parlent mieux allemand que le premier groupe. Le fait d'apprendre l'espéranto d'abord, ça donne confiance déjà parce qu'ils réussissent, ils arrivent à parler, à converser, et ça donne un superbe framework. Comment on dit framework? Cadre, merci. Cadre pour aider à comprendre les autres langues. Moi, je trouve souvent, quand je parle en français, mais avec quelqu'un qui connaît bien l'espéranto, s'il y a un mot en français qui arrive, et je dis, attends, je comprends pas, c'est quoi ce mot? Si on me le traduit en espéranto, 9 fois sur 10, je comprends tout de suite. C'est pas que j'ai déjà vu ce mot en espéranto, c'est que c'est un mot composé de plusieurs éléments, on met ensemble dans l'espéranto et c'est transparent, ça se comprend tout de suite. Et donc, je ne comprends pas en français, et traduire en espéranto, c'est clair tout de suite, et ça aide énormément aux étudiants. Pardon? Comment on dit framework en espéranto? Chablone. Chablone. Voilà, le deuxième mot d'espéranto. Le premier, c'était salut. Peut-être plus utile d'avoir. Chablone, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Mon cas personnel, ça fait une vingtaine d'années que je parle français, depuis que j'ai commencé à l'école à l'âge de 11 ans, comme tout le monde. J'ai passé 4 ans de ma vie en France, j'ai une copine française. Et donc voilà, vous avez une idée de mon niveau de français. Après 18 mois d'études d'espéranto, et même pas très intensif, à l'écrit surtout, j'étais déjà au-dessus de mon niveau de français, sans doute. À l'oral, maintenant après presque 4 ans, à l'oral, j'ai un niveau qui s'approche à mon niveau de français. Je dirais, j'ai toujours un peu plus de confiance en français, mais n'oubliez pas que j'ai passé 4 ans en France, à habiter avec une Française. Je travaillais avec des Français. Des Français, c'était à 100% immersion. J'ai eu 4 semaines de ça en espéranto seulement. On est en train d'enregistrer cette émission, cette votre prestation, ce qui est une belle chose, me semble-t-il. Est-ce qu'on verra cette prestation sur le P2P? Est-ce que ce sera en libre service pour vendre, je faire avancer la démarche? Moi, je n'aurais rien contre si tout le monde est d'accord d'être filmé, d'être distribué sur Internet. Si vous êtes contre, vous faites savoir, s'il vous plaît. Très bien, oui, vous trouverez ça sans problème. Donc, alors, politiquement neutre, c'est pas ma langue à moi, c'est pas votre langue à vous. Si on parle en espéranto, je n'insiste pas que vous passez des années et des années à apprendre ma langue à moi et faire l'inverse. Moi, je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi, et on se rencontre au milieu. C'est la langue de personne, mais du coup, c'est la langue à tout le monde. Tout le monde qui souhaite apprendre. Voilà. Aujourd'hui, parler dans 120 pays, par tout le monde évidemment, mais on peut trouver des gens dans 120 pays qui le parlent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi comme langue maternelle ou c'est toujours une langue seconde? Oui, ça existe. J'en connais d'ailleurs. Donc, il n'y a personne qui parle uniquement l'espéranto. Mais il y a des espérantophones qui ont des enfants qui ont choisi de donner le cadeau d'être bilingue à leur enfant. Le monsieur qui m'a appris l'espéranto en moi, lui il est français, sa femme est française, il parle aucune autre langue sauf lui il parle espéranto, et donc lui il parle systématiquement espéranto à ses enfants. Et elles ont trois petites filles, et elles se jouent ensemble en français, en espéranto comme elles veulent, mais aux rencontres familiales espérantophones, on voit une trentaine, une quarantaine d'enfants une vingtaine de pays qui jouent très bien ensemble et qui n'ont aucune connaissance que c'est une langue qui est un peu différente des autres. Donc oui, ça existe. J'ai même rencontré une espérantophone de naissance de 3e génération. Voilà.
Et aussi, donc, premier lien avec le logiciel libre et tout, c'est un mouvement de particuliers. Il n'y a pas une grande organisation, il n'y a pas une entreprise qui dit à tous ses membres, tous ses employés, il faut que vous appreniez l'espéranto. Vous devez apprendre ça pour travailler ici, pour être membre de notre association. Ça n'existe pas. Pour l'anglais, oui, évidemment. Pour le français, oui. Mais pour l'espéranto, ça n'existe pas. Tout le monde qui le parle, sauf peut-être les secondes de naissance, ils ont choisi, ils ont fait la démarche eux-mêmes parce qu'ils trouvaient ça bien, parce qu'ils voulaient en profiter. Et donc, là, déjà, ça me fait vraiment penser au logiciel libre. La grande majorité des gens qui programment dans le logiciel libre, c'est pas des employés qui sont payés pour ça. C'est un passe-temps, c'est quelque chose qu'on fait chez soi. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a des boîtes qui paient ça. Mais j'ai l'impression que la plupart, et surtout à l'origine, c'était des particuliers qui choisissaient de faire ça parce qu'ils voulaient, parce qu'ils voyaient que c'était bon. Et bon, voilà. Donc voilà, ça c'était qu'est-ce que l'espéranto. Donc, on arrive sur alors l'espéranto développé selon le modèle Bazar. Alors, donc je pense que je serai obligé d'expliquer un peu le modèle Bazar. Cette section c'est basée sur une rédaction écrite par Eric Raymond, un des grands chefs, s'il y a des chefs dans le mouvement logiciel libre. Et en fait, il compare la construction d'une cathédrale dans le temps avec un bazar. Et traditionnellement, les logiciels se construisent selon le modèle cathédrale. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui gère tout. Tout est planifié, écrit, il y a un budget, tout ça. On paie les experts, on a les employés, on les paie, les salariés. Et tout le monde fait leur point d'expertise, mais tout est géré, organisé dessus. Planifié à l'avance. Il y a un plan. On voit exactement ce qu'il y aura, qui va faire quoi, quand, il y a un horaire et tout ça. Les logiciels libres, il dit, ça se développe plutôt comme un bazar. Vu de loin, on dirait, il n'y a pas de plan, tout le monde fait son truc dans son coin, il n'y a pas d'interaction. Ça a l'air d'être le bazar, d'où l'expression. Mais il y a quand même des choses géniales qui sortent. On connaît tout ça, si on est là, c'est parce qu'on connaît le logiciel libre. Et donc, en fait, les origines d'Espéranto, c'était un projet open source un siècle avant l'open source démarré, excusez-moi. Donc, dans sa rédaction, la cathédrale et le bazar, il arrive à certaines conclusions, des faits qu'il a trouvés sur ce modèle de développement. Donc, je cite quelques-uns ici. Donc, il dit, Eric Raymond dit, tout bon logiciel commence par gratter un développeur là où ça le démange. C'est quelque chose qu'on veut faire. Tiens, pourquoi je ne peux pas faire ça? Tiens, je vais créer un outil pour faire ça. Et on le fait. Parce qu'on veut, parce qu'on est motivé personnellement. C'est pas parce que son chef dit, il y a ça à développer avant vendredi. C'est parce qu'on veut. Alors, le docteur Zamenhof, qui a lancé le projet Espéranto en 1887, ça a démangé. Il habitait dans la ville de Białystok, en Pologne. À l'époque, il me semble que c'était occupé par les Russes, donc il y avait une grande communauté russe. Lui, il était juif, donc il parlait en yiddish dans sa communauté à lui. Il y avait des Allemands, il y avait plusieurs groupes différents. Et c'était pas un bon temps à vivre. Il y avait pas mal de tensions entre les différents groupes, de bagarres dans la rue et tout ça. Ce qui le gênait le jeune docteur Zamenhof, et il a remarqué que beaucoup de ces bagarres, de ces choses désagréables, c'était à cause du manque de communication. Les gens n'arrivaient pas à se parler entre eux. Et donc il s'est dit, alors, si on avait une deuxième langue commune à tout le monde, moi je veux garder ma langue à moi, vous gardez votre langue à vous, lui il garde sa langue à lui, mais on a tous une deuxième langue commune. Et donc quand on se met ensemble, on utilise cette langue-là, on peut au moins discuter des choses. Bon, on peut se taper dessus après si vous voulez, mais bon, on peut discuter. Bon. Donc voilà,
les bons programmeurs savent quoi écrire. Les grands programmeurs savent quoi réécrire et réutiliser. Ça, vous savez, sans doute, si vous êtes programmeur, oui. Au début, qu'est-ce qu'on peut récupérer qui fait déjà la moitié de ce que je veux faire. Et donc, Zamenhof, en créant le vocabulaire de base dans sa nouvelle langue, il a pris des mots, comme on disait avant, je ne me rappelle plus qui c'était vraiment de la question, qui a mis la question, mais il a pris des mots reconnaissables. S'il y a un mot qui est plus ou moins pareil en anglais, en français, et en espagnol, et en italien, on va le retrouver en espéranto. S'il y a un mot qui est plus ou moins pareil en anglais, et en norvégien, et en allemand, on va le retrouver en espéranto. Donc il y a des racines dans les langues européennes. C'est finalement lancé en Europe. Donc on trouve qu'il y a un maximum de mots qui sont reconnaissables à vue au maximum de gens. Donc il a réutilisé. Et on va revenir à la réutilisation parce que c'est dans la langue même aussi. On va voir ça plus tard. Bon. Eric Raymond dit aussi prévoyez dans GT1, car de toute manière, vous ferez. Vous allez créer la moitié de l'application et puis on va dire ah non, merde, non attends, il faut changer. Ah oui, il faut tout changer. Oh bon, tant pis, on recommence. Souvent, c'est la meilleure chose à faire. Et en fait, Zamenhof, il n'a pas prévu de le faire, mais en fait, il est parti en fac. Et après le fac, il est revenu pour trouver que son père avait brûlé tous ses papiers. Et là, avec ces conneries, vous allez travailler. Mais bon, il a recommencé from scratch. Et il a dit lui-même, c'était un premier la deuxième fois. Donc en fait, heureusement que son père a brûlé tous ses papiers. Voilà. Alors, quand un problème ne vous intéresse plus, votre dernier devoir à son égard est de le confier à un successeur compétent. Bon, ça ne s'applique pas à 100% parce que Zamenhof n'a jamais perdu l'intérêt dans l'espéranto jusqu'à la fin de sa vie, il était à fond dedans, mais il avait le bon sens au premier congrès international de l'espéranto, qui a eu en France d'ailleurs, à Boulogne-sur-Mer. Il a insisté que l'on vote sur des éléments de la langue que certaines personnes voulaient changer, voulaient modifier, améliorer. Donc il a dit, allez, on va voter sur ça. Si on vote pour les Amériques, pour les changements, on va les changer. Sinon, on les garde comme ça, et on les garde comme ça pour tout le temps. C'est les règles de grammaire de base. Et après, ce n'est plus ma langue à moi, c'est votre langue à vous. Je suis espérantophone, je suis prêt à répondre aux questions, mais je ne suis plus le chef, c'est pas moi le chef. Je confie à vous les gars. Et ça a bien marché, donc ça fait presque 90 ans qu'il est mort, et bon, le nombre d'espérantophones est en croissance. Donc voilà, il a fait une chose. Alors bon, il y a 3 comme ça qui vont continuer. Donc, traitez vos utilisateurs en tant que co-développeurs, et le chemin le moins semé d'embûches vers une amélioration rapide du code et un débogage efficace. En gros, c'est ce que je viens de dire. Il n'a pas, retenu le contrôle sur tout, il ne voulait pas autoriser les propositions, les suggestions. C'est une langue, allez, parlez-le, voir ce qui se passe. Même de nos jours, souvent, s'il y a quelque chose de nouveau, il y aura 2 ou 3 ou 4 mots. Un peu comme en français, est-ce qu'on dit courriel, est-ce qu'on dit email, est-ce qu'on dit mail, est-ce qu'on dit message électronique? Il y a plusieurs mots qui se baladent. Dans une vingtaine d'années, ça ne m'étonnerait pas du tout de trouver qu'il en reste qu'un. Et les autres sont datés. Si on dit courriel ou je ne sais pas laquelle, ça va faire penser à l'année 2004-2005 où on disait ça. On dit plus. C'est exactement la même en espéranto. C'est une langue parlée, une langue vivante. Et s'il y a plusieurs mots pour une chose, souvent on trouve que celui-là est préféré à celui-là, donc on utilise celui-là. Et bon, et ça développe. Tout outil doit être utile par rapport aux utilisations qu'il a été prévu d'en faire. Mais on reconnaît un outil vraiment excellent au fait qu'il se prête à des usages totalement insoupçonnés. Alors Zamenhof, il n'avait jamais pensé à un mot pour ordinateur, écran plat, modem, etc. Mais tous ces mots existent. Si on veut télécharger la terminologie espéranto pour l'ordinateur, c'est là.
également pour la botanique, pour la chimie, pour le médecin, la médecine, beaucoup de champs de travail, d'expertise, il y a des terminologies en espéranto. Alors, et dernier point de la cathédrale et le bazar, il vaut mieux avoir de bonnes structures de données et du code de Lacan que le contraire. Les structures de données donnent tous. S'il y a des experts en base de données ici, vous savez beaucoup plus sans doute que moi sur ce point-ci, mais on va dire les structures de données, la structure des mots et de la grammaire en espéranto marche super bien. Ça donne des outils pour créer beaucoup de choses. Ça donne pas grand-chose de préfabriqué. On construit tous, en parlant, en écrivant, on construit même les mots sur le coup. Vous allez voir un peu ce que je veux dire. Donc, si on prend par exemple la racine vide, okay, en espéranto, pour faire un mot, on prend une racine et on prend une terminaison, on les met ensemble. Okay. La racine vide, devinez un peu ce que ça veut dire? D'accord, oui. Donc lié avec la racine latin vidéo, donc c'est tout ce qui est voir, vision, oui, exactement ça. Et donc, si on met vide avec la terminaison i, c'est le verbe voir. Voilà. Voilà la déclinaison, la conjugaison en espéranto. C'est le présent, vidas, le passé, vidis, et le futur, vidos. Voilà, pas besoin de leconjugueur.com en espéranto, ça se fait en 3 lignes de terme, c'est facile. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et tous les verbes de la langue se conjuguent comme ça, c'est exactement pareil. Il n'y a pas à se rappeler des exceptions, il n'y a pas d'exception. On apprend une règle et ça marche, partout, pour tous les mots. Vido, c'est le substantif. Tout ce qui se termine en O, c'est un substantif, un nom. Alors, vido, ça signifie, ça veut dire la vision, ouais, exactement ça. Et donc, vida, c'est l'adjectif, a comme adjectif, et donc ça veut dire visuel, exactement ça. Donc, avec une seule racine, on a tous ces mots. En français et en anglais d'ailleurs, la plupart des langues nationales, c'est un mot complètement différent, préfabriqué pour chacune de ses fonctions. En espéranto, ça se construit dès qu'on a besoin, mais avec des éléments de base, donc des éléments simples mais puissants, et donc beaucoup moins d'éléments à apprendre par cœur. En français, on a donc voir, on a 36 000 formes de voir, vu, verrer, etc. Vous connaissez mieux que moi. On a vision et on a visuel, et c'est impossible de dériver l'un de l'autre, il faut tout mémoriser. En espéranto, il y a des terminaisons à mémoriser évidemment, mais ça sert pour tous les mots. Après, on a une racine, et avec une racine, on a une dizaine, une centaine de mots. On voit la racine belle, ce qui veut dire beauté, beau, belle, etc. Oui, donc l'adjectif c'est beau, belle. Le nom c'est, on dit, la beauté. Le verbe, belli. Pourquoi pas? On va dire c'est juste être belle. On peut rajouter un autre élément pour embellir, ou bien s'embellir, ou quelque chose comme ça. Mais belli c'est juste être beau, être belle. Et donc, je suis beau, j'étais beau, je serai beau. Voilà. Mais pareil, une seule racine donne tout ça. Donc il y a vachement moins de choses à mémoriser pour avoir un très bon niveau de pouvoir d'expression dans cette langue. Donc voilà. Ce qui me fait penser à, par exemple, si vous avez jamais, j'imagine que c'est la plupart des gens ici, si vous avez jamais tapé un peu des scripts bash ou quelque chose comme ça, on prend les petits éléments, on les met ensemble, l'un après l'autre. Tu vois des gens dire, alors qu'est-ce que c'est? C'est pas grave ce que c'est un exemple. Mais on prend les petits outils puissants et réutilisables à l'infini, on les colle ensemble comme on veut, et on arrive à avoir quelque chose de bien puissant
pour faire quelque chose où il n'existe pas un outil déjà prêt pour faire ça, on le construit à fur et à mesure. Et donc, les gens qui sont bien habitués à ça se trouvent très chez eux dans l'espéranto. Alors, autre petit exemple dans la prochaine section. On va prendre par exemple le mot paroli. Paroli, c'est un verbe en i, et ça veut dire parler. Voilà. Donc, parolema, là on voit un petit suffixe, ça se termine en a, donc c'est un adjectif, avec e. Parolema veut dire bavard. Quelqu'un qui aime parler, qui n'arrête pas de parler. C'est l'adjectif pour décrire quelqu'un qui n'arrête pas de parler. Okay. Et donc, mangi signifie manger. Et donc, mangema, en français, ouais, donc voilà. Manger, et donc, mangema, gourmand. Voilà, quelqu'un qui n'arrête pas de manger, qui aime bien manger. Voilà, oh, ça veut dire gourmand. Vous voyez, pareil, en français, il faut mémoriser. En espéranto, tout vient gratuitement. On a besoin que de la racine et tout vient automatiquement après. Là aussi, avec bavard. Alors, avant de rencontrer ce mot, j'avais entendu par exemple le motard, quelqu'un qui fait de la moto. J'avais entendu fêtard, quelqu'un qui fait de la fête. Donc, bavard, quelqu'un qui n'a pas de parler. Les règles espéranto ne s'appliquent pas tous aux autres langues. C'est ce que j'attendais. Bon, c'est pas grave. Mais bon, crédit, ça veut dire croire, ouais, bien fait. Et donc, crédit, c'est croyant, quelqu'un qui attend de croire à tout. Crédule, voilà. Là, je me rappelle plus du mot en fait. Ce mot-là, j'ai dû chercher dans le dico pour faire cette présentation. Okay, ça se fait jamais en espéranto. Je ne peux pas oublier le mot credema. Si je connais crédit, je connais credema. C'est simple. Crédule, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, voire tous les ans. Et donc, les mots comme ça ont tendance à disparaître de la mémoire assez rapidement, surtout dans une langue étrangère. J'ai même entendu français, il faut que je réfléchisse à chaque fois sur crédule ou incrédule, et il faut toujours que je me dise. Ah bon. Il y a incrédule aussi. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est on croit à rien, il croit à rien, il croit jamais à rien. Ok, d'accord. Bon, ça me confond aussi, merci. Et le dernier mot, canti. Ceux qui connaissent un peu l'italien? Chanter. Chanter. Alors, cantema. Il se trouve que moi, je suis assez cantema. Quand j'étais là, il y a une demi-heure à préparer mon truc, le projecteur et tout ça, je chantais moi-même juste comme ça, parce que j'avais rien d'autre à faire avec la bouche. Alors, le mot en français, qu'est-ce que je cherche? Cherchez. Chanson. Chantant, oui, non, si on dit il est chantant, ça veut dire que. En fait, je connais pas le mot, j'ai jamais entendu, mais moi j'ai jamais trouvé de bonne traduction pour ça. Ni en anglais, ni en français d'ailleurs. Pardon? Il n'existe pas. Je dirais que ça n'existe pas, oui. C'est pas du tout difficile de créer des mots en espéranto qui décrit quelque chose de tout à fait normal, d'habitude de tous les jours, mais qu'on a vachement du mal à traduire dans notre langue maternelle. On voit dans les exemples précédents qu'il y a de l'excès, le bavard, le gourmand, le crédule. On sent l'excès derrière. Est-ce que c'est la même chose pour Cantema? Est-ce qu'il y a aussi l'idée d'excès ou c'est juste quelqu'un qui va se serrer à chanter? Juste quelqu'un qui a tendance à faire ça, qui aime bien. Donc l'idée générale, c'est plus qui est enclin à. C'est-à-dire Voilà, qu'on doit apprendre le mot bavard. Tendance à. C'est ça. Bonne question quand même. Il n'y a pas forcément l'idée d'excès, de péjoratif. Une autre question. Bon, ok, donc voilà, donc petit guide des bases de la structure d'espéranto. Donc, pourquoi est-ce que les gens s'amusent à apprendre l'espéranto? Je vais répondre pour moi-même d'abord. En fait, juste avant de faire ça, excusez-moi 2 secondes.
Oui, drinken, ok, moi j'ai commencé à apprendre cette langue uniquement à cause de ça. Ça c'est la Passporta Servo, le service passeport. Et en fait, c'est une liste classée par ordre alphabétique de pays du monde d'espérantophones qui sont prêts à héberger les visiteurs espérantophones pour le prix de parler espéranto en arrivant. Ça m'attire énormément. J'adore voyager, j'adore être à l'étranger, être dépaysé pour voir ce qui se passe. Et ça aide énormément. Déjà, hébergement gratuit, je refuse jamais, c'est très bien, mais c'est plutôt le contact avec les gens en arrivant. Bon, en France, il se trouve que je parle français, donc il n'y a pas trop de problème pour le contact. Mais au mois de mars, par exemple, j'étais en Pologne. Je parle aucun polonais, je connaissais aucun polonais ni polonaise avant d'y aller. Mais bon, je cherche dans le bouquin, je cherche Pologne, Polando, je cherche dans la ville à côté de là où j'étais. Et je trouve la belle jeune Magda. J'appelle, saluton, mi Cinka, mi ŝatus veni en Pollando post kelkaj semajnoj. Ĉu vi povus tranĉi chez vi? Et elle a dit, ouais, pas de problème, je viens à l'aéroport, je vous cherche. Donc, eh bien, j'ai passé 2 jours et demi chez elle, c'était génial, on n'arrêtait pas de parler, on était un peu parolema tous les deux, et c'était superbe, c'était le seul contact que j'avais avec des Polonais, à part dire 2 bières s'il vous plaît, un timbre, à part ça, c'était le seul vrai contact. Donc à pouvoir discuter la Pologne, sa ville à elle, sa vie à elle, la politique, la bière, la tout. Et c'est génial, ça c'était en Pologne. J'ai fait la même chose en Italie l'année d'avant. Il y a 3 jours, je connaissais personne sur Dijon non plus, mais il se trouve qu'il y a un monsieur Alain Droyer là-dedans, qui est assis là, juste là, qui m'héberge à Dijon. Et donc, honnêtement, c'était uniquement ça. Allez, voyager gratuitement, génial, j'adore ça. C'était après que je me mets dans le logiciel Ivoire, traduction, et tous les autres. Donc, ça c'était pour moi. Bon, pour les gens en général, déjà c'est facile. C'est la langue qui s'apprend la plus facilement, la plus rapidement de tous les langues que j'ai jamais rencontrées. Pour les raisons que j'ai expliquées un petit peu, et il y en a des tas d'autres comme ça. Bon, pas d'exception, régularité partout, la construction des mots qui parlent pas mal d'efforts à mémoriser le vocabulaire, ce qui prend énormément de temps normalement dans une langue étrangère. Et voilà, donc déjà, c'est facile. Pour voyager, j'en ai parlé. Pour ceux qui n'ont pas le moyen de voyager, mais qui veulent rencontrer des gens, étrangers chez soi. J'ai déjà reçu, moi aussi je suis dedans, et j'ai déjà reçu plusieurs personnes chez moi, quelques jours à la fois, et c'est bien sympa, on rencontre des personnes de différents pays, différents coins du monde, et c'est super intéressant. La littérature et revues qui sont publiées, ça par exemple, ça s'appelle Monato, ce qui veut dire le mois. Voilà, vous êtes allemand par hasard? Non, bon. Basé sur l'allemand, je crois. Oui. Bon, merci. Donc, Monato, c'est une revue mensuelle. Et en fait, juste par hasard, j'ai eu ça il y a 2 jours, je suis là. Et en fait, juste par hasard, dans cette édition-ci, il y a un article sur Creative Commons, que vous connaissez sans doute. Il y a ça sur Skype, bon, c'est pas libre, mais c'est quand même vachement intéressant sur les espérantophones. On est tous dispersés partout dans le monde. On n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer très souvent. Skype, c'est génial. J'ai déjà eu des coups de fil de la Chine, du Brésil, de France, d'Allemagne, entre autres. Des gens qui veulent me poser des questions sur Espéranto, sur OpenOffice, je veux dire, ou bien juste bavarder comme ça. Donc bien pratique. 2 pages sur OpenOffice, et c'est même pas moi qui l'ai écrit. Bien. Et aussi, kiel protekti retadresojn. Kiel protekti retadresojn. Donc voilà, ret, c'est un réseau. Adresojn, adresse, donc son adresse mail. Comment protéger son adresse mail. Donc
contre les spams et tout ça. Donc, tout ça par hasard ce mois-ci, mais pas mal sur l'informatique et sur le livre. Il y a pas mal d'intérêt il y a pas mal d'intérêt dans le monde espérantophone pour les logiciels libres. Donc, ça c'est les côtés pratiques qui attirent les gens. Comme j'ai dit, pour moi c'était purement pratique, voire radin, qui m'a attiré sur ça. Mais, un peu comme les logiciels libres, souvent c'est le prix qui attire les gens. C'est gratos, c'est génial ça. Moi je peux donner une copie à mon ami, c'est bien ça aussi. Et puis c'est après qu'il découvre un peu la philosophie, les sentiments qui vont avec, les idéaux. Et en fait c'est un peu pareil en espéranto. J'ai parlé un peu déjà du linguistic handshake. Qu'est-ce qu'on dit? Poignée de main linguistique. Enfin, moi je m'approche de vous, vous m'approchez de moi et on se rencontre au milieu. Plutôt que moi dans ton camp. Non discriminatoire. Alors ça, ouais, vachement important. C'est ouvert à tout. Liberté d'accès, c'est très important. Et pour le logiciel libre et pour l'espéranto. Tout le monde a les moyens d'apprendre l'espéranto. Ça s'apprend normalement gratuitement pour tout le monde. Moi, je l'ai enseigné par Internet gratuitement. J'ai appris gratuitement. En fait, à part si on prend la méthode Assimil, qui n'est quand même pas super cher, ça c'est le seul moyen payé que j'ai vu pour apprendre l'espéranto. Il y en a plein sur Internet qui apprennent. Moi j'ai appris dans une classe, mais c'était gratuit au coût absolument minimum. Si on compare à l'anglais, déjà il faut passer des centaines, voire des milliers d'heures pour apprendre, que ce soit anglais, français, allemand ou quoi que ce soit. Il faut, pour avoir un bon niveau, il faut peut-être payer des cours en plus dans une école de langue et voir se déplacer dans le pays, en Angleterre, aux États-Unis par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans de sa vie pour vraiment se perfectionner et avoir bien maîtrisé la langue. Et même à ce point-là, on est toujours bien loin derrière les anglophones de naissance. Moi en français, bon, j'ai un niveau qui est pas mal en français, mais je suis toujours loin de parler le français comme un francophone de naissance. Si je regarde un film en français, bon, je capte la plupart, je suis l'histoire normalement, mais il y a toujours des détails qui m'échappent. Si je me trouve dans une situation de concurrence contre un Français, ça se déroule en français, lui, il a un énorme avantage sur moi. Il n'a pas à réfléchir à comment je m'exprime pour faire ça. Est-ce que c'est le ou la, machin. Tous les fautes à la con, moi je fais. Donc, il a l'air plus convaincant. C'est plus facile à écouter ça. Il y a moins d'effort mental pour l'écouter lui que de souffrir moi. Moi je tords la langue française. Bon, là je parle du cas du français, mais le cas de l'anglais en tant que langue internationale, cette situation-là se déroule des milliers de fois partout dans le monde, tous les jours, que ce soit dans le commerce, le business, dans la politique, dans quel champ d'expérience que ce soit. La concurrence entre les anglophones de naissance et tous les autres qui se battent entre eux pour avoir la deuxième place. Et en tant que langue internationale, quelle langue que ce soit, quelle langue nationale que ce soit, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Ça donne automatiquement un grand avantage personnel, financier, et culturel et tout à ceux qui ont la bonne chance de naître dans le pays. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Tous ceux d'entre vous qui participent au forum sur Internet, par exemple sur le logiciel libre, et tout est en anglais. Combien de fois avez-vous dit, bon, j'ai un truc à dire ça, mais je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, je sais pas, j'aurais l'air con, bon, tant pis, je dirais, je me sais. Et j'aurais certains le goût tout le temps. Et c'est très commun, c'est pas juste moi, je te jure.
c'est assez commun. Pour moi, en anglais, ouais, c'est bizarre, mais moi j'ai jamais ce sentiment en anglais. En français, si. mais je dirais en espéranto, non. J'ai beaucoup moins peur de faire des fautes. Déjà parce que c'est plus difficile de faire des fautes. D'écrire correctement et compréhensiblement, c'est plus facile en espéranto. Mais aussi parce que c'est une langue étrangère pour tout le monde. Et donc, on est beaucoup plus tolérant des fautes, je trouve. Tout le monde fait quelques petites fautes, c'est pas bien grave. Mais je trouve souvent des commentaires, oh, t'as qu'à apprendre l'anglais, quoi, sur les forums. Sans doute la même chose. Donc, on va assez libre pour tout. J'ai dit qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit francophone, anglophone, russophone, ce qu'on veut. C'est là, c'est disponible à tout. Égalité pour tous aussi. J'ai dit au début que la plupart des racines du vocabulaire vient quand même des langues européennes. Donc latin, grec, allemand, etc. Et donc, une question très justifiée serait, mais attends, on a dit langue internationale, pas langue européenne. Et les pauvres Chinois, et les Japonais, et les Coréens et tout ça, c'est pas égalitaire du tout. Je dirais en fait, voilà, deux réponses à ça. Premièrement, si vous connaissez quelque chose de mieux, je suis prêt à écouter, mais l'alternative, c'est soit ils apprennent l'anglais, ils essayent, mais bon, les résultats ne sont pas forcément très bons. Soit on se met à apprendre le chinois. Bonne chance, les gars. C'est super intéressant. Et oui, je propose à tout le monde, ouais, allez, apprendre le chinois. C'est génial. J'en ai fait quelques petits cours. C'est génial, mais c'est quand même quelque chose où il faut des années pour avoir un minimum d'un niveau de base. Donc, bon compromis, ce serait quelque chose, par exemple l'espéranto. Et deuxièmement, en fait, le grammaire de la langue est tellement flexible que, et en fait j'ai discuté cela avec un Chinois, et il m'a expliqué qu'en fait, il se trouve chez lui en espéranto. Il ne se sent pas obligé de changer sa manière de penser à l'anglo-saxonne, penser à la française. Il pense à la chinoise. Il sort des mots composés selon le modèle chinois. Des mots composés que moi je n'aurais jamais trouvés. Moi je n'aurais jamais pensé à m'exprimer comme ça, mais que je comprends parfaitement. Et donc, je l'adore d'ailleurs. La façon de construire les mots, comme on a vu un peu avec paroli, parolema, etc., les éléments qu'on met ensemble, on retrouve en chinois. Bon, comme je dis, je ne parle pas chinois. S'il y a quelqu'un qui connaît un peu, il peut peut-être me corriger ou bien se mettre d'accord. Mais par exemple, le mot pour une rivière en chinois contient le mot pour de l'eau. On trouve des éléments qui veulent dire quelque chose comme de l'eau, c'est long mais c'est rapide, c'est une rivière. Le mot pour une forêt contient le mot pour arbre. Si je ne me trompe pas, c'est juste arbre à l'écrit, et ça veut dire une forêt. Et on trouve les mêmes choses en espéranto. Il y a un suffixe, un aro, qui veut dire un ensemble, un groupe. Et donc si on prend arbo, qui veut dire un arbre, aro, un barreau, on met ensemble et c'est une forêt. Autre exemple, si on prend un cheveu, c'est haro, et on met haro et on a chevelure. Et donc c'est l'ensemble des choses. Mais pareil, on construit les choses à partir des racines qu'on connaît déjà. On n'a pas un autre mot préfabriqué à apprendre. Donc, même pour les Chinois, c'est vrai qu'au début, ils ont plus d'efforts à mémoriser toutes les racines. Mais au niveau plus avancé, ils gagnent des concours de poésie. Et tant mieux pour eux. Et finalement, liberté, égalité, fraternité. Si je tapais sur la porte de M. Droyer et dis salut, je m'appelle Tim, je peux passer quelques jours chez vous. Vous êtes qui nous. Mais il y a cette idée de fraternité entre espérantophones, un peu comme dans le logiciel libre. Je n'ai jamais eu de réponse super négative, non, laissez-moi tranquille, de quelqu'un dans le monde du logiciel libre.
S'ils ont quelque chose, comment je fais ça, j'ai du mal avec ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça dans votre programme, comment ça marche, etc. La réponse est toujours, ouais, salut, c'est peut-être, bon, je suis pressé, bon, la semaine prochaine, bon, mais la réponse vient quasiment toujours, et je n'ai jamais lu mon costume. Et je trouve la même chose en espéranto. Si on envoie un mail en espéranto à quelqu'un qui parle espéranto, il y a toujours une réponse. Donc voilà, 4e sur 5, on est presque fini. Oh putain. Le logiciel libre, donc très vite, j'ai dit au début qu'il y a déjà pas mal de logiciels qui sont soit traduits déjà, soit en traduction en espéranto. Le premier que j'ai mis, c'est OpenOffice, c'est le mien. Je gère une petite équipe qui sont à fond dans la traduction d'OpenOffice. Resumo Kiki, OpenOffice bien disponible, c'est Nuka Invoice, c'est encore en Esperanto. OpenOffice.org est déjà disponible en beaucoup de langues, mais pas encore en espéranto. Ni esperas el domition en 2015. On espère publier ça en 2005. Bon, on verra, on peut faire en 2006. Mais bon, voilà, c'est en route. Il y a Debian en espéranto. Debian en espéranto, au moins la liste de discussion existe déjà depuis 1998. Et c'est en traduction. On peut choisir espéranto sur la liste, mais il n'y a pas tout qui est traduit pour l'instant. Mais bon, ça se fait. GNU.net, je ne sais pas si vous connaissez un réseau peer-to-peer anonyme ou un peu style Freenet, voilà. Presque la même chose que Freenet, je ne sais pas pourquoi ils ne se mettent pas ensemble d'ailleurs, mais bon. Voilà, en espéranto et on voit pas mal d'autres langues aussi, par ici. Donc espéranto. Dokeos, c'est pas très connu, mais c'est un outil pour les universités ou les institutions d'éducation pour gérer les cours, gérer toutes les interactions profs-étudiants. Donc ça, c'est open source et apparemment c'est pas mal utilisé dans l'administration des universités un peu partout dans le monde. On voit la liste partie de la liste des langues ici. On voit Espéranto qui est à 61%. L'idée de traduire ça en espéranto est venue il y a 3 semaines d'un des originateurs du programme. Il a proposé à quelques espérantophones en disant ce serait peut-être utile pour vous à arranger vos cours. Oui, super. Là, c'est une capture d'écran qui date de vendredi. J'ai regardé hier et c'est fini. C'est déjà disponible en espéranto. Donc il y a pas mal d'activités dans le monde espérantophone logiciel. Google, bon, c'est pas du libre, mais c'est quand même bien pratique, et c'est là aussi en espéranto. Le Wikipédia. Que vous connaissez déjà? Oui, très bien, donc je ne vais pas expliquer. Là, on voit les articles nombreux, donc le nombre d'articles, classé en ordre de nombre d'articles. Bon, l'anglais d'abord, évidemment, l'allemand, le japonais, mais en 15e position, on trouve l'espéranto, avec déjà 23 000 pages, et en pleine croissance. Beaucoup de monde qui sont actifs dans la mentalité, dans le monde du logiciel libre en espéranto. Et donc, déjà, tout à la fin, et moi alors, je vous entends penser, tout ça c'est très intéressant, mais qu'est-ce que moi j'en ai pas. Bon, alors, et vous, je vous propose, comme l'a fait le docteur Zamenhof il y a un siècle et un peu, cet outil que moi j'ai découvert il y a quelques années, que je trouve meilleur, je trouve le meilleur, je trouve merveilleux, cet outil de communication internationale. Même si vous parlez déjà l'anglais, même si vous parlez déjà français et le chinois, je ne sais pas quoi, ça s'apprend très rapidement, très facilement, et c'est super pratique. Et c'est une expression de cette idée de fraternité, de vouloir faire un pas vers les autres. Et comme je viens de le montrer, il y a déjà pas mal de monde qui sont actifs dans le monde en général et dans le monde du logiciel libre en espéranto. Vous ne serez pas les premiers. Donc, je vous propose Lermo.net. Alors, Lermo.net,
moi, je n'avais rien à faire dans l'Ernou, je ne fais pas partie de l'équipe, mais si jamais j'allais créer un site pour enseigner l'espéranto au monde, je le ferais exactement comme ça. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Là, vous voyez, c'est en 24 langues, dont le français évidemment, l'anglais et pas mal d'autres. Et c'est très très bien fait. Il y a, je pense, combien de cours au moins 10 cours différents. Je regarde ici, parce que cours, au début, il y a juste Pindoik et Nandoik, donc juste des images, des questions. Il y a des cours de différents styles. Ceux qui aiment beaucoup de grammaire, il y a ça. Ceux qui n'aiment pas du tout ça, il y a ça aussi. Et on des cours à partir de niveau débutant jusqu'à, on va ici, cela vraiment des trucs assez littéraires. Et avec 12 mois, et certains de ces cours-là, vous auriez un niveau probablement mieux que vous avez jamais eu dans n'importe quel autre langue que vous avez appris. Bon, je généralise un peu, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Là j'ai une page par exemple, et j'ai cliqué sur ce mot-là, divers TMI, qui a l'air un peu monstrueux, mais on voit ici, c'est construit, c'est divers TMI, donc c'est un adjectif au pluriel qui veut dire à propos de divers thèmes, divers sujets. Voilà. Donc on peut cliquer sur n'importe quel mot, il y a le Dico qui affiche ça. Donc voilà, c'est ça que je vous propose. Tout ce qu'on va là sur lernu.net, vous pouvez même demander à un tuteur, quelqu'un pour vous aider gratuitement dans votre langue, que ce soit le français ou l'une ou l'autre. Et donc voilà, j'ai aussi des CD ici. On vend à 2 €. C'est la même chose avec quelques trucs en plus. Un autre cours notamment et quelques trucs pour m'aider à taper en espéranto. Donc c'est ça. Avec quelques plus, pour 2 €, ça aide un peu à l'association du coin. Donc, si vous voulez acheter ça à 2 €, je suis prêt à les vendre. Si j'avais plus de stock ici, il y en a plein sur notre table dans le village, machin truc là-bas. Donc, bon, j'ai pas donné mon là. Est-ce qu'il y a des questions? Vous dites en 12 mois, vous aurez un meilleur niveau que les autres. Ces 12 mois, on y passe en combien de temps quotidiennement ou hebdomadairement? Bon, difficile à donner une réponse exacte, mais bon, mon cas, j'avais dit, j'ai passé 20 ans à apprendre le français, 4 ans en France, et avec 18 mois, j'ai assisté à un cours une fois par semaine, et j'ai fait l'effort de essayer de parler aussi souvent, donc peut-être 2 ou 3 fois par semaine, j'essaie de parler avec mon prof en espéranto. Avec beaucoup plus que ça, bon, peut-être un bouquin à côté du lit, donc j'ai essayé de lire un peu en espéranto, mais avec 18 mois de ça, j'écrivais déjà mieux que le français. Et bon, il faut dire que je parle français mieux que je l'écris, mais je suis quand même pas un alphabet. Donc, il faut de l'effort quand même, c'est pas de la magie. C'est pas on s'endort avec le bouquin sous l'oreiller et paf, on parle espérance, c'est pas de la magie. Mais, c'est pas un tour de magie, mais avec un minimum d'effort, on voit des progrès vachement rapides. Il y a des sites pour la prononciation? Oui, sur l'Ernu en fait, un peu. On n'a pas de connexion ici, je peux faire longtemps. Mais il y a, oui, surtout dans les cours de base, à premier niveau, oui, on peut cliquer sur tous les mots et entendre comment ça se prononce. Et en fait, ils ont fait l'effort de trouver un chinois, et puis un brésilien, et puis un anglais, et puis un allemand pour les prononcer. Donc on entend un peu les différents accents et on cible le moyen de tout ça. Dans l'orthographe, il y a pas mal d'utilisation de caractères spéciaux avec des énigmes. Oui. Qu'est-ce qui a amené à ça? Qu'est-ce qui a amené à ça? Bon, honnêtement, si Zamenhof avait lancé son projet aujourd'hui, il aurait probablement ne pas choisi de mettre des accents spéciaux à espéranto. Parce que dans l'informatique,
c'est pas impossible, mais c'est en Unicode et vous connaissez tous les emmerdes avec Unicode. Dans une dizaine d'années, ça marchera partout, il n'y aura pas de problème. Pour l'instant, Unicode. Déjà, il y a ne serait-ce que les claviers pour le saisir. Oui, mais c'est comme n'importe quel. Pour faire un I circonflexe en français, ou O circonflexe, il faut quand même 2 tapes et ça revient à la même chose. Ouais. Il y a des outils qu'on peut rajouter. Sur le CD, il y a aussi. Oui, sur le CD en fait, il y a 2 outils ou l'autre. Mais on trouve, comme tout ce qui est Linux, on trouve des milliers de how-to pour expliquer comment taper un espéranto en Linux et expliquer en anglais, en français, etc. Et vu que les gens qui savent faire ça sont appliqués et dans le monde d'espérantophone et dans le monde de logiciel libre, ils sont tous super simples et répondent à leur même. Bon. Bonne question, merci. Autre question? Sur Wikipédia, on voit d'autres langues comme le Volapük, le Média. On voit les des trucs comme ça. Oui. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi le rapport avec l'espéranto? J'ai l'impression que c'est le même but, mais Ok, Volapük, ça existait avant Espéranto. Et en fait, au moment où on a lancé Espéranto, Zamanov a lancé Espéranto, le Volapük, ça marchait pas mal en Allemagne et quelques pays autour. Mais très vite, quand ces gens-là en particulier ont vu Espéranto, ils ont dit attends, c'est 10 fois mieux. Donc ils sont venus à Espéranto. Le Volapük, ça existe comme un point intéressant de l'histoire que certaines personnes s'amusent à apprendre justement comme le latin par exemple. Il y a des gens qui s'amusent à apprendre le latin et je pense qu'on trouve un Wikipédia en latin. Bon, c'est rigolo pour certains gens, mais c'est plutôt un passe-temps, c'est pas vraiment pour une application dans notre langue. L'autre, c'est quoi? L'interlingua ou Medialingua, c'est avec des mots. En fait, il y a eu littéralement des centaines d'essais, des projets pour créer une langue internationale. La seule qui dure toujours, qui a au moins des centaines de milliers, voire des milliers de locuteurs, qui a littérature, qui a eu une nomination pour un prix Nobel de littérature il y a 6 ans, qui continue toujours très longtemps après la mort de son créateur, c'est Espéranto. Donc les autres, oui, il y en a plein qui existent. C'est rigolo des fois de voir comment il marche, mais il n'y a pas du tout. C'est pas du tout au même niveau. C'est au niveau de développement de l'éducation. Sinon, il y a 2 remarques sur 2 citations. La citation Plan for one way, you will do it anyway. La citation Show me your code and I can be mystified. Show me your data and I know what it is all about. Ouais. C'est des emprunts que ESR a fait en oubliant de citer son auteur qui est Fred Brooks. Dans le oui, tu as complètement raison. Oui, c'est vrai. Je sais que les a trompés quand j'ai lu. En fait, j'ai lu les 2 bouquins dans c'est vrai. Dans la version que j'ai vue, c'était quand même. Il y avait le nom Fred Brooks à côté. Oui, tu as raison. Oui, donc il y a dans les remerciements là à la fin. J'aurais dû, c'est vrai, rajouter Fred Brooks. Eric Raymond, c'est bizarre. Les autres, c'est Sébastien qui a traduit en français. Tel Gurlich, c'est un espérantophone américain qui a fait le rapport, la comparaison entre les méthodes de développement d'espéranto dont on parlait. Wilhelm Lutemann, c'est juste son signature quand il a créé un mail, c'est le titre je l'ai piqué pour le titre de ma présentation aujourd'hui. Et Arnaud de Bern, c'est lui qui m'a appris espéranto et c'est lui qui m'a fourni le script Bash qu'on a vu. Bon, c'est tout. Et donc j'aurais dû rajouter Fred Brooks, le même nom. Merci. Autre question ou est-ce qu'on va aller manger? Bon, cache pas comme ça. Bon. Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a une coloration politique à la communauté d'espérantistes? Est-ce qu'on arrive à voir sur vu que c'est que des particuliers qui ont choisi de le faire, c'est des gens qui sont très souvent très ouverts au monde et au monde en général, aux pays étrangers, aux cultures étrangères et aux personnes généralement. On trouve probablement plus de verts, plus de gens de gauche, plus de végétariens.
c'est vrai, que dans un rendez-vous typique. Mais en même temps, ça n'empêche que l'année dernière aux États-Unis, j'ai croisé un espérantiste qui aurait pu être on dirait qu'il avait assisté à l'école de Donald Rumsfeld et George Bush. Et à fond dedans, non, on a complètement raison de bombarder l'Irak et machin truc. Et bon, c'était intéressant la discussion, on va dire. Donc, il y en a un peu de tout. Peut-être un peu plus vers le gauche, s'il y a un gars. Mais peut-être. 2 millions, à dire comme ça, 1-2 millions de personnes, ça fait pas beaucoup, a priori, vaut mieux peu et bien, mais est-ce que ça s'est plus développé depuis qu'il y a une présence Internet quels sont la réponse à ça, c'est un peu la même réponse que je donnais tout à l'heure. Je ne sais pas, j'ai pas de données concrètes. J'ai vraiment l'impression que Internet a attiré beaucoup plus de gens à l'espéranto et ça permet aux espérantophones existants de pratiquer, donc d'améliorer leur niveau de langue. Et j'ai l'impression, et j'ai lu de plusieurs autres personnes, que le mouvement est en pleine croissance. Pareil, c'est très difficile de nombrer les personnes. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Alors, combien de joueurs d'échecs il y a dans le jeu? On les compte comment? Je ne sais pas. On peut compter les clubs, mais moi je sais jouer aux échecs et je suis pas membre d'un club. Donc, j'ai pas joué aux échecs depuis 10 ans. Alors, est-ce que je suis toujours joueur d'échecs ou non? Quelqu'un qui a fait un cours de base d'espéranto il y a 10 ans, est-ce qu'il est espérantophone? Est-ce qu'on le compte ou non? Je ne sais pas. Donc, très difficile à dire, mais j'ai bien l'impression qu'il y a certainement beaucoup d'activités. Et je découvre sans arrêt de nouvelles activités dont j'ai la conscience. J'ai encore une question. Est-ce que ça sert vraiment? Je veux dire, quand tu... parce que... non, par exemple, aujourd'hui, tu as fait une conférence en français. Si tu l'avais fait en espéranto, on n'aurait pas compris. Éventuellement, tu aurais pu le faire en anglais, on aurait compris aussi. Et hier, quelqu'un a fait une conférence ici en anglais. Alors, quand tu cherches une information sur un forum de déviant pour débrouiller une affaire dans laquelle tu es pris, tu vas aller sur le forum anglophone, le francophone, mais pourquoi tu irais sur un forum en espéranto? À quoi sert le forum? Est-ce que c'est pour le décor? Est-ce que... je veux dire, parce que toutes les personnes qui parlent espéranto, je pose la question assez méchamment, en fait, c'est... je suis très curieux d'apprendre l'espéranto, j'ai dit ça hier à Thomas, mais je me pose cette question, à quel moment est-ce qu'on a la nécessité de l'utiliser? Parce que s'il n'y a pas de nécessité d'utiliser cette langue, ça marche pas. Oui, alors ça dépend de vos besoins. Je regarde sur le logiciel libre, mais dans ma vie personnelle, j'en ai eu besoin. Pas strictement besoin. J'aurais pu passer une semaine en Pologne sans aucun contact avec quel Polonais que ce soit. Il se trouve que j'ai eu super contact avec quelqu'un de très sympa, de qui j'ai appris plein de choses sur la Pologne et sur la vie polonaise. Ça, pour moi, c'est bien important. Je me sens éduqué à partir de ça. Dans le logiciel libre, c'est vrai que le forum anglophone aura 10 fois, 100 fois plus de personnes là-dedans que le forum espérantophone actuellement. Ça, c'est vrai, un peu comme si on va à un pays X et on veut commander de bière ou demander une chambre d'hôtel, pour de l'anglais, c'est clair. En termes de nombre, en quantité, oui, c'est l'anglais. Qualité, l'espéranto.
le contact qui est possible, la profondeur de discussion qui est possible en espéranto pour un espérantophone typique est nettement supérieur aux discussions qui sont possibles pour un anglophone, un non-anglophone de naissance typique. Et donc, oui, pour une petite aide sur quelque chose, oui, allez-y, cherchez encore en anglais. Mais chercher la réponse, par exemple, peut-être pour poser une question et lancer une discussion, le forum espéranto sera plus adapté. On cherche dans les archives. Oui, voilà, je dirais ça. Honnêtement, actuellement, malgré l'activité que j'ai montrée dans le monde logiciel libre en espéranto, il n'y a toujours pas énormément de formes de discussion, d'aide aux utilisateurs en espéranto, c'est vrai. Mais bon, quand Zamenhof avait proposé son projet il y a un siècle, tout le monde disait bon, c'est n'importe quoi, ça va jamais marcher. A priori, ça marche. Si vous avez croisé un monsieur Stallman il y a 20 ans et il dit moi je vais commencer à réécrire Unix à partir de zéro et je vais demander à tout le monde de m'aider mais je vais pas les payer. Est-ce que vous l'aurez cru? Je crois que non. Moi j'aurais dit voilà, du coup, bonne chance mon pote. Et ben regarde là où on est. C'est un peu ça que je propose.